Ce soir, j'attends un philosophe qui n'a pas son pareil pour déchaîner les passions françaises, les passions admiratives et aussi les passions hostiles. Il y a ceux qui l'aiment, qui aiment son courage, qui aiment sa puissance intellectuelle et même sa puissance poétique, ses cheveux nostalgiques de l'adolescence et ses chemises blanches. Puis il y a ceux qui détestent son narcissisme, son argent, sa présomption et ses mêmes chemises blanches. Bernard-Henri Lévy, presque plus connu sous son nom de code, BHL, depuis 50 ans, qu'il court le monde à la rencontre de ceux qu'il appelle les damnés de la terre. Il revient tout juste d'Ukraine. On ne compte plus d'ailleurs le nombre de fois où il s'est rendu au pays de Zelensky depuis le début de la guerre, comme en témoigne son dernier film, Slava Ukraini, un film de combat, plus que jamais, tourné presque exclusivement sur les lignes de front. Et ce soir, il a accepté de passer à table. J'aime bien que la France soit un pays de passion politique. Quand je vois cette mobilisation, je regrette de ne pas l'avoir vue à propos de la guerre en Ukraine, pour s'opposer à Poutine, pour défendre les vrais intérêts de l'Europe et de la France qui ne se jouent pas sur 2 annuités de travail supplémentaires ou 2 années, qui se jouent vraiment sur d'autres scènes. Et je trouve que la passion politique française, elle s'affadit, elle se provincialise, mettons. Voilà. Alors, c'est une vraie accusation, la provincialisation des passions politiques françaises. Ce que je regrette, oui, c'est de ne pas voir le même type de mobilisation pour des vraies grandes causes à vos yeux. Pour des causes internationales, pour défendre les Kurdes, pour s'opposer à Erdogan et à ses rêves ou ses délires ottomans et bien sûr à la Russie poutinienne. Est-ce que vous faites partie de ceux qui regardent Laurent Berger, au fond une espèce de cristallisation populaire, sondagière et politique sur Laurent Berger, comme un recours possible, comme disons une figure qui peut se transformer en personnage politique? Oui, j'ai surtout l'impression que c'est quelqu'un de très bien. Mais ça suffit pas pour qu'il y ait une cristallisation politique. C'est déjà pas mal. Être quelqu'un de très bien, avec un compas moral, avec une boussole politique et avec les bonnes informations et les bons câblages, c'est déjà bien. Donc je le vois comme ça. Combien de voyages en Ukraine ? Parce que c'est ce que je me demandais en préparant cette émission, je ne peux même pas les compter là. Non. Depuis le début de l'invasion russe. Depuis un peu plus d'1 an, oui. Peut-être 10, 12, peut-être 12. J'avais fait un premier film pour Arte, puis j'en ai Pourquoi fait l'Ukraine ? Pourquoi l'Ukraine, puis Slava Ukraini. Et non, j'ai passé combien, je ne sais pas, mais j'ai passé beaucoup de temps. J'ai essayé, en tout cas, d'accompagner les Ukrainiens au maximum. Voilà. Le premier verbe qui vous vient, c'est accompagner les Ukrainiens. C'est-à-dire que, après, par ailleurs, vous témoignez et vous portez cette parole et ces images ici en France. Mais la première motivation, c'est de leur montrer que vous êtes à leur côté. Oui. À eux. C'est de leur montrer à eux que je suis à leur côté, parce que je pense que c'est encourageant quand vous êtes sous les bombes, quand vous vous sentez forcément, quelle que soit l'aide occidentale, etc., un peu oublié du reste de la planète, quand vous passez des semaines avec les pieds et les mollets dans la vase et dans la boue d'une tranchée, quand vous voyez arriver une équipe de cinéastes français, une équipe de cinéma français, je crois que ça fait probablement un peu chaud au cœur, Et puis 2, mon but dans une aventure comme celle-là, c'est bien sûr de témoigner, mais c'est aussi d'être avec, en effet. C'est simple. Moi, j'ai été fabriqué comme ça. Quand il y a quelque part une résistance antifasciste, antitotalitaire, etc., on a le devoir d'en témoigner, mais si on peut en plus accompagner, être avec, aider, c'est bien. Moi, quand je fais un film, c'est aussi parce que c'est mon arme à moi. Je
Je tiendrai jamais une arme à feu, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais pour des tas de raisons. En revanche, tenir une caméra, je sais depuis très longtemps que ça peut être très utile aussi. Pourquoi? C'est quoi les tas de raisons? Une arme à feu? Oui, les tas de raisons qui font que vous n'allez pas vers ça. Vous n'y êtes jamais allé même. Parce que j'en suis incapable. Je serais incapable de viser un être humain. Un être humain, encore plus de le tuer. Ce qui est frappant quand on vous connaît, quand on vous lit, quand on vous regarde, quand on vous écoute, c'est que c'est votre admiration pour les combattants. Vous admirez ceux qui sont capables de faire ça. En fait, il y a quelque chose, c'est-à-dire que au fond, c'est même une admiration qui parcourt tout ce que vous avez pu écrire. Vous admirez les combattants. J'admire les gens qui ne se contentent pas de survivre, qui ont une idée, un principe, des valeurs qui guident leurs pas et qui sont prêts à prendre des risques considérables pour y être fidèles. J'admire cela. Voilà, ça c'est vrai. Mais même physiquement, c'est-à-dire qu'on vous sent dans l'admiration physique, votre être, votre corps, votre esprit, tout admire ça chez vous. J'admire les gens qui maîtrisent leur peur. J'admire les femmes et les hommes qui sont capables de mettre leur corps en péril si c'est utile à la défense de quelque chose de noble, pas mettre sa vie en péril en général. Ça c'est de la connerie, c'est des martyrs. Mais si cela peut contribuer à l'illustration ou à la victoire d'une cause noble, j'admire cela. Et je sais que c'est difficile. Donc braver la peur de la mort. Oui. Pour une cause noble. Oui, mais c'est ces deux facteurs-là mis ensemble qui provoquent votre admiration. Il faut les deux. Oui, je n'aime pas les trompes la mort. Vous voulez bien qu'on brave la mort pourvu que ce soit pour quelque chose de bien plus grand que soi. Oui, et d'utile, noble et utile. Là, mettons, dans la dernière scène du film de Slava Ukraini, je suis à Kherson, je trouve très important de montrer où sont les Russes, quel est le rapport de force, comment les deux armées ukrainiennes et russes se font face, etc. Donc je vais là. Et je sais qu'il y a des snipers, je sais qu'il y en a, de fait, il y a des tirs. Mais pour rapporter cette image-là, j'ai pensé de manière froide, que je pouvais faire cela. Il n'était pas déraisonnable, il n'était pas absurde de prendre ce risque-là. Mais c'est comme ça quand on se retrouve dans une situation comme ça, quel sentiment on a? C'est-à-dire le sentiment qu'au fond on est un homme libre? C'est ça qui se joue? Oui. Je parle d'un sentiment et intellectuel et chimique. Intellectuel, on se dit qu'on est en train de faire un beau film et que là on a sûrement une image forte. Et que ça fait partie. Pour faire un beau film, il faut des images fortes, des images que d'autres n'ont pas faites. Donc ça, c'est rationnel. Ça, c'est rationnel. Et puis qu'est-ce qu'on se dit? Libre? Non, pas tellement. On se dit qu'on est plus fort qu'eux. On se dit qu'on n'a pas peur. Qu'on ne cédera pas à la terreur qu'ils exercent. Parce que des hommes, là j'étais sur une rive du Dniepr, à Kherson, sous le pont Antonivski, il y avait sur l'autre rive du Dniepr, les miliciens, les soldats russes, c'est pas le milicien Wagner. Et le sentiment que j'avais probablement, c'était, il ne va rien m'arriver, principe de base, et voilà, j'aurais été plus fort, que j'aurais triomphé d'eux. Voilà, là, pendant 4 secondes et demie, 45 secondes sur la scène. Il ne va rien m'arriver, c'est quoi? C'est une protection de la vie, des étoiles, de Dieu, c'est quoi? Tout ça à la fois Dieu, non. Une sorte de protection, peut-être, oui. Oui. J'ai toujours pensé que, de manière, alors là, totalement absurde, je ne devrais pas dire ça, vous filmez tout, là, vraiment, vous me faites dire des choses un peu absurdes, mais c'est vrai que j'ai toujours pensé cela. Que vous étiez protégé. Protégé, oui. Mais que vous étiez en mission, donc non, protégé, ou protégé parce que mission, ou protégé tout court? Protégé par quoi est-ce qu'une femme ou un homme est protégé? Par la carapace que fait la quantité d'amour dont il a été l'objet.
dans sa vie, et puis déjà dans son enfance. Moi je suis un homme qui a été, je crois, aimé par ses parents. Voilà, par ma mère et par mon père. Mais ça suffit pas, Bernard-Henri Lévy, pour se sentir protégé, ça. C'est beaucoup. Oui, non, j'entends bien. C'est beaucoup. Mais ça suffit pas. Quand en plus, de surcroît, plus tard, on s'est encore senti aimé autant qu'on aime soi-même par des êtres d'exception, des amis ou des épouses magnifiques. Tout ça crée une espèce de couche protectrice, Mais vous ne croyez pas que c'est aussi les histoires qu'on se raconte? Des mythologies intérieures qui sont même pas indexées forcément sur l'amour qu'on provoque. Peut-être. Des besoins d'héroïsme, des besoins d'en appeler au fond à la protection des étoiles. Ça l'héroïsme, c'est autre chose. L'héroïsme, par ailleurs, existe chez vous. Moi, je trouve que l'héroïsme est une vraie valeur dont l'Occident s'est un peu vite débarrassé, et c'est une des choses que j'aime chez les Ukrainiens. Oui, mais ça va aussi, l'héroïsme véritable, il va aussi avec une façon de se raconter qu'on est protégé, parce que sinon on n'est pas forcément, on n'a pas forcément le courage d'être un héros. D'abord, je pense pas être un héros du tout. Les héros, c'est eux. Non, mais sérieusement, oui. Les héros, c'est des femmes et des hommes en Ukraine qui, quand ils se disent bonjour, bonjour, comment ça va? L'un dit gloire à l'Ukraine et l'autre répond gloire aux héros. C'est comme ça qu'on se dit bonjour. À la boulangerie, quand on rencontre un copain, gloire aux héros. C'est le bonjour ukrainien. Vous avez choisi gloire à l'Ukraine comme titre du film. Oui. Voilà, je précise quand même. Mais je pense mais vous pensez gloire aux héros. Oui, bien sûr, parce que je crois ça. Je crois que. Et on parlait de Dieu, vous dites Dieu non, mais des étoiles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les étoiles dans la nuit. C'est-à-dire l'étoile qui guide vos pas quand il y a plus rien d'autre. Voilà. Donc ça, oui, dans la nuit, pas la nuit, mais la nuit intérieure, la nuit du doute, la nuit de la peur, la nuit de la fatigue. Il y a des étoiles qui sont une idée, une espèce d'idée fixe comme ça, qui fait que on marche. Alors par exemple, la vérité, c'est une étoile. La vérité, voilà. C'est une étoile, ça veut dire qu'elle est... Pourquoi c'est une étoile? Elle est très lointaine, donc on ne va jamais la toucher, mais en même temps elle est bien là. Et elle vous guide. On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas, on ne peut pas dire que c'est un leurre, qu'il n'y a pas aussi autant de vérité qu'il y a de perspectives, toutes ces histoires pseudo-nietzschéennes, minables et mortifères. Et puis, en effet, on avance en la regardant. Oui, mais là vous intellectualisez ma question sur les étoiles. Oui. Vous avez fait ce choix-là. Vous ne prenez pas le chemin spirituel de la question. Non. Non. Non, mais ça, c'est pas mon chemin. Oui. Ça le deviendra peut-être un jour, mais ça ne l'est pas. Mon rapport au judaïsme, par exemple, moi, je suis devenu à un moment de ma vie extrêmement juif, c'est-à-dire j'ai embrassé un judaïsme d'affirmation. Il y a longtemps maintenant, j'avais 30 ans quand j'ai écrit le Testament de Dieu. C'est pas pour des raisons spirituelles, c'est pour des raisons intellectuelles. C'est parce que être juif me permettait de penser plus. Parce que le texte juif me semblait de nature à faire avancer ma réflexion, la faire embrayer au moins autant, et à l'époque plus qu'un texte d'Aristote ou de Spinoza. Voilà. Donc moi, mon rapport au judaïsme, c'est un bon exemple. C'est un rapport intellectuel. J'ai pas été illuminé par une révélation pascalienne. Je me suis pas cogné dans mes meubles comme mon vieil ami de jadis, dont on ne dira rien à personne, mais ça fait rien, Maurice Clavel. Vous voyez, voilà, pas d'illumination mystique. Mais en revanche, un renfort pour avancer, penser et réparer. Voilà, le texte, moi le judaïsme me sert à ça. Je pense à... Quand j'ai regardé votre film, le dernier donc, ce qui m'a frappé, c'est ce qu'on ressent de votre engagement de corps, de souffle, physique.
c'est-à-dire que sur la ligne de front, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose. Chez vous, vous allez, non seulement vous allez au contact, mais vous cherchez ça. C'est-à-dire vous cherchez l'odeur des balles qui sont passées par là, qui vont revenir, qui peut-être vont même frôler l'endroit où vous vous trouvez. On sent que et quand on vous voit ramper. Dans les galeries de la mine, là aussi, c'est-à-dire que là, pareil, c'est-à-dire que c'est le corps qui s'engage et qui jouit dans cet engagement-là. Là, il jouit pas. Là, je peux dire que c'était un moment. Non, mais la jouissance, c'est pas que du plaisir, Bernard. Il dure à l'image 30 secondes, mais il a duré 1 heure ou 2. Et je peux vous dire que quand vous êtes engagé dans le boyau, en effet, que vous rampez, et puis qu'il n'y a pas de... Là, vous ne pouvez pas dire j'arrête, je prends une bifurcation. Il faut aller au bout. Puis non, mais quand je dis que c'est physique, c'est que l'image... Non, mais l'image restitue l'oppression. L'oppression et la fatigue. Oui, oppression, fatigue. Oui, non, mais oui, mais... mais j'ai eu en tournant ce film de moments de grande fatigue et j'en sors assez fatigué. Vous êtes heureux de quelque chose à ce moment-là? Je suis heureux d'être digne de gens qui m'ont précédé et que j'ai respecté. Et que vous avez admiré. Voilà. Je suis heureux d'être digne. Oui, c'est là-dedans c'est dans ça que vous vous inscrivez et c'est ça que votre corps ressent. Et il y a deux types de personnages. Il y a la guerre d'Espagne et la France libre. Voilà. Et les guerres d'Israël. Là, il y a 3 moments où j'ai le sentiment que des femmes et des hommes ont pris vraiment tous les risques dans des situations qui pouvaient sembler désespérées et qui n'ont pas été, qui l'ont été dans le premier cas, la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne. Oui, bien sûr. Et voilà. Et ça, moi j'ai été élevé dans le culte de ces femmes et de ces hommes-là, de ces moments-là, et là c'est pas le Lomont et c'est pas plus tard que c'est maintenant, c'est la génération de mon père. C'est votre papa, oui. Et dès 20 ans, 23, 22, dès que j'ai eu une possibilité d'échapper à cette espèce d'éternel retour des simulacres, le côté on fait la révolution, on sort pas de notre chambre, dès que j'ai eu l'opportunité de sortir de ça et d'aller voir l'histoire en vrai. En fait, vous avez passé votre temps, 50 ans, à sortir de votre chambre. À sortir de ma zone. La métaphore de la chambre. Xavier de Maistre voyage autour de sa chambre. Voilà. Oui. Bien sûr. C'était ça qui était important. Oui, c'est-à-dire j'ai passé 50 ans régulièrement à penser que la vraie vie était ailleurs, qu'il fallait non pas être soi-même, mais être un autre que celui qu'on est, qu'il fallait se mettre soi-même, qu'il était bon de se mettre soi-même dans des conditions presque expérimentales. D'insécurité. Oui, qui font que le corps, l'âme, le moteur intérieur tourne autrement. Voilà, on n'est pas le même hein, quand on est au Sud-Soudan ou au Darfour en 2007, on n'est pas le même que celui qu'on est dans un restaurant parisien. Eh bien, cette non-identité à soi, ce fait d'être un autre, ce fait de se mettre comme un corps dans un bain d'expériences différentes. Et de se regarder et de voir si on... Oui, de s'observer un peu, oui. Et puis s'observer parce qu'on raconte. Moi, par ailleurs, je suis écrivain. Je ne suis pas un aventurier. Oui, donc il y a une mise en abîme, en fait, immédiate. Voilà, oui, parce que moi, j'ai par ailleurs cette chance d'être aussi un professionnel de ça, de la mise en mots. Je ne peux pas vivre quelque chose sans le mettre aussitôt en phrase. La vie n'existe que complètement. Elle n'est accomplie que dans cette mise en abîme-là. Quand elle est pas en abîme, quand elle est couchée sur le papier. Mais c'est un début de mise en abîme. Oui, mais même plus simple que ça, quand elle est écrite. Moi, ça c'est un truc, je crois que beaucoup d'écrivains sont comme ça. Les expériences les plus bouleversantes de la vie, les événements, y compris des événements amoureux, etc., s'il n'y a pas, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, s'il n'y a pas la perspective, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, d'en faire de la littérature, il n'y a que la moitié de la joie, mettons. Il n'y en a que la moitié. La joie est entière quand il y a cette perspective. Alors, je ne l'ai pas toujours comme je n'ai pas le temps. Ça reste des projets, hein, j'ai des tas de... Mais la perspective suffit.
en fait, la perspective d'écrire? Oui. Oui. Oui, parce que j'écris toujours un peu, parce que j'ai quelques projets de livres dans mes tiroirs, parce que je compte bien les mettre en œuvre et les écrire dans les années qui viennent. Voilà, donc ça, bien sûr. Mais je prends des notes, par exemple. Moi, je prends des notes sur à peu près tout. Moi, je dicte un journal. Je dicte, je n'écris pas. Je dicte un journal depuis 40 ans. Ça doit être monstrueux. Le texte. C'est énorme, oui. C'est Combien de milliers de signes? 400, ça dépend des années. 400-500 pages de oui, texte. 400-500 pages, bien sûr. Depuis 40 ans. Que mon oui, j'ai mon assistant, ma secrétaire, qui les tape depuis toujours. Il y avait une secrétaire, il y en a une autre maintenant. Et chaque année, elle m'apporte l'année échue. En papier. En papier, oui, bien sûr, elle le tire de l'ordinateur, elle l'efface. Et je les stocke quelque part. C'est quoi le quelque part? C'est où? C'est très compliqué. C'est une sacrée histoire. J'avais un ami merveilleux qui est mort, qui s'appelait Olivier Corpet. C'était le fondateur d'une grande chose qui s'appelle l'IMEC, l'Institut de mémoire et d'histoire contemporaine, je crois, l'IMEC. Et il me dit, votre journal, je suis au courant, je sais, ne vous faites aucune illusion, il finira à l'IMEC. C'est son... J'ai dit, mais non, il finira pas à l'IMEC. Moi, j'ai donné ordre, si jamais je disparais subitement, si je tombe dans le Grand Canal tout à l'heure, que ça soit détruit. Écoutez, oubliez, ça n'existe pas. Vous connaissez un peu peut-être la philosophie ou l'Ukraine ou Dieu sait quoi à l'époque. Moi, je connais les archives, c'est mon métier. Et je sais qu'un journal d'un écrivain qui a traversé 3-4 trucs dans sa vie pendant 50 ans, vous pouvez tourner le problème dans le sens que vous voudrez, votre famille éplorée, vos amis qui ne voudront pas ajouter à la douleur de vous avoir perdu, celle de brûler votre... Bref, tout ça ne sera pas détruit et finira dans mes archives. Voilà, sachez-le. Il faut juste le savoir. Voilà. Et ça a déclenché en moi d'abord un trouble immense, une très grande inquiétude. Vous êtes allé censurer des passages torrides dans les archives. Mais j'ai passé quelques mois avec un avocat merveilleux qui a disparu aussi, qui s'appelle Olivier Cousy, qui était le bâtonnier de Paris, personnage magnifique, avec un notaire, avec d'autres, à imaginer une espèce d'usine à gaz de précaution, un dispositif soumis à des stress tests comme le Crédit Suisse, comme la BNP, pour voir comment il résistait au hacking, aux intrusions. Et donc, ce journal, il est quelque part hors d'accès et avec des procédures d'accès qui font que si je ne décide pas, moi, de le rendre public, il disparaît. Vous voulez déjouer le pronostic oui, c'est ça. D'Olivier Corpet. Oui, ça vous plaît, ça. Il y a quand même une petite gourmandise, une petite excitation quand vous racontez ça. Ah bah oui. Bah oui. Oui, d'abord c'est votre côté joueur aussi. Un peu. Il y a cette idée, oui, de déjouer les grimaces et les trucs du diable. Voilà. Donc ça, vous ne croyez pas en Dieu, mais le diable, oui. Hein. Le diable, la méchanceté, la curiosité, comme j'ai dit dans un de mes livres, la scopocratie, la volonté d'aller regarder qui vous étiez en vrai. Oui, le voyeurisme. Le voyeurisme, le trou de le valet de chambre et le personnage de Hegel par le trou de la serrure. Bien évidemment qu'un écrivain doit impérativement essayer, ça c'est un devoir moral, de déjouer ça. Il y a tellement, mais déjà là, depuis que j'ai 20 ans, il y a tellement de versions de ce que je fais. Et de ce que vous êtes. Et de ce que je suis, mais même de ce que je fais, sans être paranoïaque, qui sont désobligeantes, réductrices, haineuses, rancunières, que, évidemment que... D'abord, j'ai le devoir de réfléchir à la manière de donner ma propre version, ce que je fais souvent. Je raconte les choses. Quand j'ai été témoin de la guerre de Bosnie, j'en ai fait un livre. Puis j'ai publié mon journal, par exemple. La guerre de Libye, j'en ai fait un livre sur la guerre sans l'aimer, qui étaient les extraits, les extraits pertinents. De votre journal. Oui, les extraits qui touchaient à la Libye, pas les choses que je faisais par ailleurs, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est un devoir pour un écrivain de ne pas laisser les salauds entrer dans votre vie comme dans un moulin
entrer dans vos intentions et dans vos actes comme chez eux et de saloper tout ça. Voilà. Et à l'arrivée, je pense que les écrivains l'emportent. Quand ils sont opiniâtres. Ils sont opiniâtres, quand même, hein, résolus, il faut être résolu jusqu'au bout. Il faut garder l'énergie, etc. Mais souvent, ils l'emportent, bien sûr. Souvent, ils l'emportent. Tout à l'heure, je parlais de chemise blanche. La chemise blanche, chez vous, c'est un uniforme ? Franchement, on peut regarder autour de nous, on peut regarder en bas. Moi aussi, je porte une chemise blanche, regardez ça. En bas, j'étais tout à l'heure, mon camarade et ami Mathieu Laine était entouré, 1 sur 2 avec une chemise blanche, franchement. Mais vous, c'est toujours. Mais toujours, et toujours les mêmes. Parce que je n'y attache aucune importance. Oui, mais donc c'est... Donc le grand paradoxe de la situation, c'est qu'en effet, à quelque chose à quoi je n'attache aucune importance, preuve, c'est toujours les mêmes, il y a des casse-pieds qui là-dessus élaborent des théories, des machins, des interrogations. Voilà, j'ai une chemise blanche comme plein de gens. Ce qui serait bizarre... Ça montre que vous êtes une surface de projection de fantasmes. Ah ben voilà, oui, ça c'est possible. Oui. Alors quel fantasme, pourquoi, etc. Ce qui serait bizarre, moi je me rappelle, jadis, il y avait un chanteur qui est toujours vivant, Antoine, il avait des chemises à fleurs. Ça c'était intéressant, les chemises à fleurs. On en a beaucoup parlé des chemises à fleurs d'Antoine. Mais c'était légitime. Mais de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la chemise blanche d'un écrivain? De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que les gens ont en tête? Justement, qu'est-ce qu'ils fantasment? Oui, c'est intéressant, ça. Pour l'écrivain que vous êtes. C'est pas mal. D'imaginer. Un jour, je donnerai mon avis. Mais c'est ça. Oui. Mais je pense que ça peut faire même l'objet d'un très beau livre, en vérité. Avec une espèce de surface réflexive. Ça fera l'objet de quelques pages. Mais si, parce que chemise blanche. Oui. La chemise blanche de l'écrivain, on va pas faire un dessin, non ça... Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour la suite de ce dîner plein de gourmandise et d'intensité avec Bernard-Henri Lévy. Je reviens à votre film. Comme dans ce film, comme dans les autres, et pas seulement sur l'Ukraine, au fond, vous allez vers les êtres que vous rencontrez en parlant au nom de la France. Toujours vous parlez au nom de la France. C'est-à-dire que vous êtes la France à cet instant-là, dans ce moment-là, devant ces êtres humains-là, alors même que vous n'êtes pas ambassadeur, vous n'êtes pas envoyé par la France, par les autorités françaises. Et donc il y a là, au fond, quelque chose que vous faites avec un naturel totalement désarmant. Ça a désarmé d'ailleurs tous les ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés au Quai d'Orsay. Mais c'est quelque chose que c'est autoproclamé. Vous êtes la France, vous êtes la voix de la France. Comme tout citoyen français... Mais personne ne fait ça, Bernard-Henri Lévy, à part vous. Vous êtes le seul être humain... Ah ben ils ont tort. Et les écrivains ont tort de ne pas le faire davantage, parce qu'ils représentent la France, voilà. Ils représentent la France autant qu'un ambassadeur, autant qu'un consul, bien sûr, qui représente la France. Moi, quand je suis sur le front de Zaporizhzhia, et que le chef du bataillon m'annonce que entre la dernière fois on s'est vu et la revoyure d'aujourd'hui, ils ont décidé de s'appeler bataillon Charles de Gaulle, je vais faire quoi? Ça, c'est ce qu'on voit dans votre film? Ah oui. Là, ma fibre française vibre, mais au-delà du raisonnable. Là, vous avez les yeux qui brillent, le corps qui frétille, vous êtes... Frétille, je suis pas sûr, mais en revanche, je suis très ému. Ça vous plaît pas frétiller? Et je réponds, en effet, au nom de la France, oui, c'est vrai. Comme tout écrivain français. Et encore une fois, Bernard, personne ne fait ça. Je ne connais personne. Bah c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Et ça rend fou l'être humain qui a cette responsabilité. Ah ben ça les génère, oui. Oui, le ministre des Affaires étrangères. Oui, bien sûr, j'en ai connu des comme ça. Ah bah oui. Je me rappelle un jour, c'était au moment de la Bosnie, j'avais alors absolument sans aucun mandat, j'avais fait venir à Paris, j'avais ramené à Paris le président de Sarajevo, le président de Bosnie, Alija Izetbegovic. Et j'avais prévenu personne, c'est en arrivant au-dessus à 10 minutes du Bourget que par la radio de bord, on prévient l'Élysée que Izetbegovic atterrit dans quelques minutes. Branle-bas de combat, etc. Bref, Mitterrand, qui était beau joueur et qui m'aimait bien et que moi j'aimais beaucoup aussi, le reçoit, déjeuner improvisé, comme ça, à peu près comme ça, sur le pouce, très sympathique. Et puis le lendemain matin,
je me trouve nez à nez avec Roland Dumas parce qu'il tenait quand même à le ramener à l'aéroport, lui. Vous savez, ils avaient repris le bébé en route, quoi. Et là, on est resté, le président bosniaque était en retard, donc on est resté une demi-heure dans l'antichambre du Raphaël, sans se parler, en tournant l'un autour de l'autre. Sa haine était palpable, mon mépris devait l'être aussi. Et c'est vrai qu'on n'était pas fait pour s'entendre ni pour être dans la même pièce à ce moment-là. Mais qu'est-ce que je vous dis? À cause de ce que vous dites. Mais le fait est que le type, président Bosniaque, il aurait encore été dans sa geôle sarajevienne si je n'avais pas pris l'initiative, moi, de me faire embarquer dans un avion et d'atterrir à Paris. Comme ça. Ça s'appelle, vous avez appelé ça dans un de vos livres, Sur la route des hommes sans nom, vous avez parlé d'activisme internationaliste. Et vous avez dit que pour vous, c'était au fond un réflexe, cet activisme-là. Bah, les deux sont un réflexe, parce que j'aime la France, mais je suis aussi un internationaliste. Ça veut dire que, la France, je crois qu'elle est grande quand elle a un message à délivrer au monde entier. En tout cas au reste de l'Europe. Oui, en tout cas au reste de l'Europe, absolument. Et au peuple victime. C'est comme Israël. Israël aussi est grand quand il a un message universel. Donc d'une part, et puis comment vous dire, je crois que les humains sont frères. Oui, ça a l'air bizarre de dire ça dans une époque où le genre humain a été saucissonné. Mais ce qui est dingue avec vous, c'est que vous le croyez vraiment. En fait, vous êtes ivre de ces idéaux fraternels-là. Mais moi, je suis ni raciste ni woke. Non, mais d'accord. Ce qui est souvent la même chose. Attendez, aujourd'hui, la moitié. On peut être ni raciste ni woke et ne pas être comme vous, ivre de ces idéaux fraternels. Mais si vous n'êtes vraiment pas raciste du tout, et si vous n'êtes vraiment pas woke du tout, ben vous avez le sens, le goût, la nostalgie, la passion de la fraternité, forcément. Mais il y a un idéalisme absolument dingue, en fait, qui sous-tend ce que vous écrivez, ce que vous faites. Oui. Idéalisme. Oui. Ah ben, pardon, mais c'est une valeur qui s'abîme dans les temps d'aujourd'hui. Oui, parce que les temps d'aujourd'hui sont cyniques et soupçonneux. Oui, mais en plus, les gens pensent de vous que vous êtes un narcissique et un peu mégalo, et au fond, on ne vous prête pas. Disons qu'on ne mesure pas à quel point vous êtes mégalo, peut-être, mais véritablement, authentiquement idéaliste. Follement idéaliste, même. Oui, follement. Déraisonnablement idéaliste. Extrêmement, oui, vraiment idéaliste. Il y a des idéaux qui m'ont été transmis, que j'ai nourris du seul carburant qui tienne, qui sont les livres, la littérature, les pensées, etc., et qui vivent en moi. Mais c'est ça, votre religion, c'est ça, c'est l'idéalisme. C'est pas ma religion, mais c'est mes quelques étoiles. Oui, c'est pas ma religion, mais c'est les étoiles qui guident le pas. Ma religion. Ma religion au sens strict, j'en ai pas, puisque moi je suis en quête. Je suis en quête de la sainteté. Et je trouve cette quête-là dans les textes qui sont de plus en plus importants pour moi à mesure que j'avance, sont les textes juifs. Voilà, mais c'est pas une religion. Et le judaïsme d'ailleurs n'est pas pour moi. Vous ne le regardez pas comme une religion. En tout cas, vous ne le vivez pas. C'est une de mes convictions absolues. Je crois que ça n'est pas. Et je crois vraiment que la question posée à un juif n'est pas s'il croit, mais s'il étudie. La question posée à un juif authentique, c'est pas ce que tu crois, c'est ce que tu étudies. Ce qui est requis de lui, c'est d'étudier. Et vous étudiez. Oui. Voilà. J'étudie un peu, au sens talmudique du mot, très peu, parce que je ne maîtrise pas l'hébreu, mais ce qui est requis par association d'idées d'un juif, c'est de travailler, c'est de produire une intelligence du monde, c'est de le rendre plus complexe, c'est de l'éclairer un peu, c'est de permettre à des obscurités de se dissiper là où elles n'ont pas lieu d'être, d'autres de se créer là où c'est l'évidence qui tue, etc. Vraiment, je crois cela. Je crois, si on croit, j'allais dire c'est encore mieux, mais c'est pas le sujet. Je me rappelle mon ami Benny Lévy, qui n'était pas n'importe quel juif, qui était un juif de grande intensité. Je me souviens un jour,
on lui avait demandé, Finkielkraut crottez-moi, s'il croyait en Dieu. Il avait éclaté de rire. Il avait un rire merveilleux, un rire resté enfantin jusqu'au bout. Et il nous avait dit, tu blagues, il a éclaté de rire. C'est pas la question. Alors, à part ça, il croyait, peut-être. Mais c'était pas la question. Et donc la question, c'était de lire le Talmud, c'est de finir sa première lecture du Talmud avant de mourir. C'était ça la question de Benny Lévy. La religion, la vôtre? Bah, la mienne, voilà, c'est compte tenu de tout ce que je vous ai dit, j'en ai pas. Oui. Je suis juif et suprêmement juif, mais c'est pas une religion. Oui, mais est-ce que votre religion, c'est de réinventer la grandeur de l'humanisme? Est-ce que c'est ça la religion? Non. C'est pas une religion, ça? Non, religion, ça veut dire autre chose. Religion, c'est une manière étymologiquement, de renouer un lien brisé. Ah bah oui, mais là, justement, ça peut renouer des liens brisés. Hein, oui, mais c'est pas ça mon truc. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Non. Ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir et d'agir. Voilà, et d'écrire. Réfléchir, agir, écrire. Je reviens à l'Ukraine et à la France dans cette guerre. La façon dont Emmanuel Macron s'est positionné. C'est-à-dire, ok, il soutient l'Ukraine, il soutient Zelensky, mais il veut donner des garanties à Poutine pour sortir de la guerre. Je crois pas. J'ai jamais des garanties, je crois pas. Non, mais disons qu'il veut la défaite de Poutine, mais il veut pas qu'on écrase Poutine. Non. Il veut pas qu'on écrase la Russie. La Russie, oui. Il veut pas qu'on écrase la Russie. Moi, ce qui m'importe, 1, il veut la victoire de l'Ukraine. 2, il dit la victoire, c'est ce que les Ukrainiens diront. C'est pas moi Macron ni toi Biden qui va décider qu'est-ce que ça veut dire la victoire, c'est Zelensky. Ça c'est très important. Et 3, il veut la défaite militaire de Poutine. Voilà. Oui, mais quand vous l'entendez, parce qu'il a dit devant des micros, vous vous en souvenez, c'était début décembre, des garanties de sécurité à Poutine, et là maintenant il dit qu'il faut pas écraser la Russie. C'est ces petits mots-là qui provoquent de l'urticaire côté ukrainien. Mais écraser la Russie, c'est pas le sujet. Il faut sauver la Russie. Il faut délivrer la Russie. Attendez. Délivrer la Russie. Délivrer la Russie. Non, mais d'elle-même, pas seulement de Poutine, d'elle-même. Aujourd'hui, il ne faut pas faire d'illusions. Une grande partie de la Russie est complice de Poutine, l'approuve et le soutient. Eh bien, la Russie, elle ne doit pas être écrasée, elle doit être libérée de cela, libérée de cette mauvaise passion, tantôt de cet envoûtement, tantôt de ce désir de mort, ou de crime et de mort. Mais est-ce que donc vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron, il a perçu, disons qu'il marche sur la bonne ligne de crête? C'est ça. Écoutez, la question. Moi, j'ai une expérience à vous donner. J'ai eu la chance d'être seul avec les deux quand Zelensky était à Paris pendant une demi-heure dans un... Vous étiez 3 à ce moment-là. On était 4. Il y avait André Yermak qui est le conseiller de Zelensky, qui est le Alexis Kohler de Zelensky. On était 4. J'ai observé, je lui ai dit 15 fois que je suis écrivain depuis le début de ce dîner, c'est pas dans ces moments-là que j'oublie de l'être, donc j'enregistre tout. Qu'est-ce que j'ai senti? J'ai senti une entente à peu près totale, une vraie grande camaraderie, voilà, entre les deux hommes, et une vraie grande amitié. Et par ailleurs, je sais que la première personne que Zelensky a appelée le jour de l'invasion russe, le 24 février, c'est Macron. Dans ces moments où probablement le monde s'effondre, le ciel vous tombe sur la tête, vous décrochez votre téléphone, vous appelez quelqu'un. Vous appelez qui? Votre maison brûle. Vous appelez votre compagnon, vous appelez votre maman, vous appelez là il appelé votre meilleur ami, là il appelait le président Macron. Donc je crois que ça c'est des trucs des films qu'on se fait. Moi je pense que la France a été globalement alors qu'après il y a les petites phrases, il y a les maladresses. Oui, il y a quand même, parce que moi j'avais vu Olena Zelenska en décembre, elle était venue à Paris, elle était inquiète, elle avait peur que l'opinion publique française moi aussi j'ai peur, l'opinion publique française, oui. Mais pas que l'opinion publique française, elle trouvait que l'Élysée n'était pas assez, pas machin, que les mots, il y a toujours une appréhension, une angoisse, peut-être même une paranoïa. Peut-être, alors, mais moi en tout cas je vous dis ce que j'ai vu.
j'ai vu Zelensky et Macron ensemble, j'ai vu Le Cornu, ministre de la Défense français, et Reznikov, ministre de la Défense ukrainien, ensemble aussi. Ils ont vu mon film tous les deux dans une salle fermée. Dans les deux cas, j'ai pu tester la quantité de camaraderie et de fraternité. Elle était grande. Voilà. Est-ce que vous aimez le pain perdu? Ah oui, tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci infiniment, monsieur. Merci beaucoup. Donc je crois là qu'on fait un faux procès, il me semble. L'Ukraine, c'est dans votre film, vous avez retourné l'idée qu'on a sur le haut lieu de la Shoah par balle, enfin avec toutes les angoisses, toutes les projections, etc. que peuvent avoir les Juifs sur ce pays. Et vous avez, à la fin du film, vous vous rendez dans une synagogue et le rabbin a abrité la population au sein de la synagogue pendant les bombardements. Vous avez voulu aussi montrer qu'on pouvait réconcilier les Juifs avec l'Ukraine? Non, moi je pense deux choses. Parce que... Je pense qu'il faut voir l'histoire dans sa totalité. L'Ukraine, c'est la Shoah par balle, c'est aussi l'un des pays du monde où il y a eu plus de justes, et c'est aussi l'armée ukrainienne, c'est elle qui libère Auschwitz, et c'est un soldat ukrainien, le capitaine Anatoly Shapiro, je crois, qui a l'horrible privilège d'entrer et de voir pour la première fois les rescapés du peuple de Tondu et des survivants d'Auschwitz. Donc il faut quand même... Mais surtout, ce que je pense profondément, c'est que les peuples ne sont pas damnés à jamais. Les peuples travaillent. Les peuples font un effort de mémoire, les peuples font un travail de deuil, et que les Ukrainiens l'ont fait. Je pourrais vous en donner 25 000 exemples. L'un des exemples les plus spectaculaires que tout le monde connaît, c'est qu'aujourd'hui, à la tête de l'Ukraine, vous avez un jeune héros juif. Voilà. Un descendant des héros bibliques de la gloire juive, Volodymyr Zelensky, entouré, un très grand nombre de ses conseillers sont des jeunes héros juifs. Quelque chose est en train de changer, a changé beaucoup. Et ça se voit à cette occasion et à cet endroit-là. Ça, c'est un symptôme. Le fait que le rabbin dont vous parlez, le Rav, dans la ville d'Ouman... Ça, c'est énorme quand même. Parce que vous l'avez mis en scène et en mots pour que le message passe. Vous avez choisi ça. C'est pas totalement innocent de votre part. Rien n'est innocent dans un film. Voilà, c'est pour ça. Que cette séquence que vous avez mise en scène comme ça, en tout cas pour moi, elle avait cette vocation aussi. Oui, et bien moi, il y a ça, et il y a le fait aussi que moi je suis allé à Ouman avant la guerre, à plusieurs reprises, pour Rosh Hashanah, à 2 reprises, sur la tombe de Rabbi Nachman de Breslav. J'ai vu là des milliers de pèlerins juifs, religieux, investir la ville, s'y installer pendant quelques jours, et j'ai vu comment ils étaient accueillis par les Ukrainiens. C'est pas le même peuple que le peuple de ceux qui ont participé à l'élimination de leur grand-père. C'est des gens qui ont réfléchi, qui ont travaillé, qui ont fait le deuil, qui ont fait le remords de ces crimes abominables. Voilà. Alors après, est-ce que le travail est fini? Non, bien sûr. Est-ce que le grand discours de Chirac-Oveldiv a été prononcé? Pas encore. Est-ce qu'il y a encore des avenues qui portent les avenues Bandera? Oui. Donc le travail, il est en cours. Mais ce que je pense très sincèrement, et je crois vraiment qu'il y a peu d'hommes comme ça qui s'intéressent un peu à l'Ukraine, qui sont aussi soucieux que moi de ça, du non-juif et de ce qu'il advient de lui. Je connais peu d'exemples d'un travail de mémoire qui en si peu de temps a déjà accompli autant. Parce que le temps, il commence en 91, en vrai. Oui, il n'y a pas longtemps. Oui, voilà. Bien sûr. Et je dis par ailleurs que les Russes, eux, n'ont même pas entamé le commencement du travail. Quand le ministre des Affaires étrangères russe dit que Hitler avait du sang juif, enfin, vous avez vu tout ça, je ne vais même pas insister. Là, oui, on est en face d'un antisémitisme épais. Hein, cette phrase-là, c'est Lavrov. Hein. Hitler a du sang juif. C'est le cliché le plus abject et le plus bête de l'antisémitisme de la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà. Donc ça, c'est en Russie qu'on entend ça, c'est pas en Ukraine. En fait, vous êtes un optimiste absolu.
Vous voyez toujours l'histoire en mouvement et en marche, et elle l'est, mais vous la voyez toujours vers... Enfin, vous regardez avec espoir, vous voyez le progrès, vous voyez les avancées. Pas seulement. Et quand même, vous choisissez de voir le bien, le bon, le beau, le grand. Non, je choisis de voir aussi le vrai. Le vrai, c'est que aux élections ukrainiennes, il y a 10 fois moins les partis d'extrême droite. Mais je ne parlais pas que de l'Ukraine, hein, Bernard. De façon générale, vous cherchez ça. Vous cherchez ça. Vous cherchez à voir le beau, le bien, le grand, le bon. Oui. Pourquoi ? Parce que l'humanité est si sombre. Mais je vous promets, Bernard, qu'on peut faire exactement le travail inverse. Oui, bien sûr. Et avec la même vérité. Si on est nihiliste, oui. Avec la même vérité que vous, la même authenticité. Peut-être. Mais alors, il faut savoir que chacun abatte son jeu. Il faut savoir que celui-là qui ferait ce travail-là, ça s'appelle un nihiliste, quelqu'un qui veut le rien, qui veut l'avènement du rien, qui veut. Mais qui est désespéré, qui prouve que le monde est désespérant, que les gens sont méchants, sont bêtes, sont racistes, sont antisémites, sont abominables. Moi, je pense les deux à la fois. Je suis métaphysiquement un pessimiste, et je suis par la volonté. Vous êtes philosophiquement un optimiste. Non, métaphysiquement pessimiste. Oui, mais philosophiquement un optimiste. Et plus je suis juif, plus je sais que les forces de vie l'emportent, et je sais que la lumière, même quand les vases sont brisés, les étincelles l'emportent. Voilà, je pense cela, ou peuvent l'emporter, et qu'il faut œuvrer à cela. Que c'est ça un homme, ou une femme, enfin un humain. Un humain, c'est quelqu'un qui s'emploie à transformer ce crépitement des étincelles en un petit faisceau de lumière. Ou alors quoi ? Ou alors on fait plus... Peut-être, oui. On fait plus rien, on attend la fin du monde. Ça s'appelle la collapsologie, ça s'appelle le nihilisme, ça s'appelle le dialogue des morts, ça s'appelle qu'il n'y a plus de... qu'on parle ensemble comme si on était déjà mort dans l'enfer de Virgile. On peut faire ça. Moi, j'ai des amis écrivains qui pensent ainsi. Je me refuse à ça. Alors, pourquoi ? Par tempérament, par ce qu'on voudra, mais en effet, oui. Je connais toutes les raisons qu'on a d'être pessimiste. Ah, mais je suis sûre, parce que vous êtes d'autant plus optimiste résolument et volontairement que vous connaissez les raisons d'être pessimiste. Sinon, vous ne le seriez pas aussi, de façon aussi entêtée. Non, mais vous êtes entêté dans votre optimisme. Bien sûr. Il y a un entêtement, une opiniâtreté optimiste. Oui, parce que j'ai réfléchi un peu avec mes moyens philosophiques propres, j'ai réfléchi à toutes les raisons qu'il y a de penser que l'homme est un animal raté, que l'espèce humaine est une espèce manquée, que la création a été loupée, que Dieu s'y est repris à 2 fois, même dans les textes bibliques pour la vie. Je connais tout ça. Voilà, je sais ça. J'ai réfléchi. Bon. Mais vous avez choisi, vous avez fait un choix. Oui. Et vous essayez de rendre juste votre choix. En fait, c'est ça que vous faites. Oui, mon pari, oui. Là, vous avez fait, Je fais le pari sur le fait que l'amitié est possible, la fraternité est possible, un peu de progrès est possible. Que les hommes ne sont pas damnés. Je suis pas grec, je suis juif. Enfin, je crois pas à la damnation. Et vous avez dit plusieurs fois depuis le début de ce dîner, plus je suis juif, c'est-à-dire qu'en fait on sent un mouvement chez vous d'approfondissement de cette question-là. Vous vous sentez de plus en plus juif. Oui. Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est. Vous avez parlé des textes, de l'étude, ça j'entends bien. Je travaille un peu, oui. J'ai écrit un livre qui sort en Israël ces jours-ci, je crois d'ailleurs, qui s'appelle L'esprit du judaïsme. Voilà. Mais ça veut dire quoi pour vous, de plus en plus juif ? Ça veut dire que ça occupe une place de plus en plus grande dans ma réflexion, dans mon rapport au monde et dans ma réflexion publique. Même si je le dis pas, même si j'en parle pas, mais dans ma tête. Oui, dans ce que les lames de fond qui vous font bouger. Bien sûr. Quand je vous avais vu sur scène dans le spectacle là, pour sauver la princesse Europe, ce soir-là, j'avais compris qu'au fond, en tout cas à mes yeux, vous étiez une espèce de croisement dans la mythologie intérieure qui pouvait être la vôtre, en tout cas telle que je me la figurais, un croisement de Rimbaud et de Solal.
De Rimbaud et de Cohen, voilà, dans ces, voilà, un croisement de ces deux mythologies-là. Ça vous parle? Non, Rimbaud, sûrement pas. Mais non, Rimbaud, vous l'aimez trop, Rimbaud, c'est ça que vous allez me dire. Un, je l'aime trop, et deux, on est dans le cas de figure évoqué précédemment, Baudelaire, les phares, pas de postérité. Alors vraiment, alors là... Oui, mais il y a quand même quelque chose de magique. Événement absolu, mais magique. Aveuglant, oui, plus que magique, aveuglant. Terrassant. Personne ne peut regarder Rimbaud en face, enfin... Voilà. Mais Solal, oui, bien sûr. Solal, moi, j'ai lu Solal quand j'avais 20 ans, et cela a joué un rôle non négligeable dans la perception que j'avais de moi-même comme jeune homme et comme jeune juif. Oui, c'est ça, c'était votre façon de regarder les antisémites. Enfin, de vivre la question de l'antisémitisme quand... Premièrement, et ce qu'enseignait Albert Cohen, c'était qu'un juif un juif ou une juive avait un corps et qu'il n'était pas disgracieux. Parce que c'était comme ça la littérature française. Jusqu'à Albert Cohen. Jusqu'à Solal. Une grande partie de la littérature française, lorsqu'elle dépeignait des corps et des âmes juifs, c'était pour dire que c'était, ou bien ils n'en avaient pas, qu'ils étaient pure abstraction, pur esprit, pure idée, pur esprit, ou bien quand ils en avaient un corps, ce corps était disgracieux. Tandis que Solal, il est beau à tomber par terre. Il a un corps. Il est solaire, il est le plus beau. Et il est solaire. Voilà. Une sorte de juif presque grec d'ailleurs. D'ailleurs, complètement grec, en vérité. Et ça, oui, bien sûr, ça a été décisif. Et qui dit qu'on peut pas arrêter ni les antisémites, ni l'antisémitisme, mais qu'il faut être plus fort. Plus fort que. Voilà, ça, c'est ce que me disait. Et opposer à l'antisémitisme et aux antisémites de la force de la gaieté. Oui. Et encore plus de force et encore plus de gaieté. De la force. Mais attention, la force de l'esprit, la force de la morale, la force de l'étude, la force de l'intelligence, et éventuellement, dans les cas désespérés d'Israël, attaquer la force militaire. Mais ça ne veut pas dire la force brute, naturellement. C'est pas la force que croient les crétins antisémites. Mais bien sûr que Albert Cohen, ces propos-là, ils sont en effet dans mon livre d'Esprit du judaïsme. Et je cite Albert Cohen, que je voyais beaucoup dans les dernières années de sa vie, et c'était son credo. Comme Romain Gary, d'ailleurs. Autre juif, moins intensément, moins affirmativement juif, mais juif quand même, qui était alors lui totalement désespéré quant à la pérennité de l'antisémitisme, pensait qu'on ne s'en débarrasserait jamais. Mais vous aussi, vous pensez ça? Oui, bien sûr. Là-dessus, on ne peut pas penser autre chose. Mais naturellement, je pense qu'on ne s'en débarrassera pas. Voilà. Mais complètement optimiste, Romain Gary, Albert Cohen et modestement moi-même, sur la possibilité que nous avons d'y résister, d'y mettre des contre-feux, de l'empêcher de progresser, d'être plus fort que lui. Être plus fort que lui, voilà. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup répondu, d'ailleurs, il y a quelques années, et encore maintenant d'ailleurs, mais il y a quelques années, ça avait atteint au moment de Dieudonné, au moment des... et il y avait toute une vraie interrogation dans la communauté juive française, que je comprenais vraiment totalement, c'est est-ce qu'il faut rester ou est-ce qu'il faut partir? Et moi, je disais, il faut rester, il ne faut pas leur céder le terrain, et sur ce terrain-là, il faut être les plus forts. Les plus forts parce qu'on aime mieux la France qu'eux, parce qu'on est plus cultivé qu'eux, parce que voilà. Et en ce sens-là, je suis optimiste. Quel est le mot que vous aimeriez qu'on accole à votre nom? Le mot, ça veut être un substantif, un adjectif, un mot. Accolé à vous. Un mot? Oui, un mot. Bon, il y en a un, je ne sais pas. Il faut en choisir un. Bah, écrivain. Écrivain. Écrivain, tout simplement. La revendication jusqu'au bout. Ah ben vous me demandez jusqu'au bout, ça m'a jusqu'au bout, là c'est franchement... Mais non, mais... Dans les cordes, un mot. Un mot. Un mot, monsieur le juge, madame la juge. Ouais. Écrivain. Écrivain. Oui, ou philosophe peut-être, mais écrivain. Écrivain.